Bonjour. Du coup, je vais vous parler de l'API Webhot. Un peu le renouveau de l'authentification, ou comme j'aime l'appeler, vu que le less est à la mode, le passwordless. Du coup, l'idée de ce talk, elle a débuté quand on allait au Bricecamp l'an dernier avec des collègues, et on a parlé de password, parce qu'on avait des soucis avec, on en avait un peu marre de les gérer. On a parlé de toutes les applications qui permettent de les gérer, les extensions de navigateurs. Et on s'est dit, c'est quand même fou que dans les navigateurs, il n'y a rien encore aujourd'hui pour pouvoir gérer ces mots de passe de manière standard, alors que c'est un problème que tout le monde a. Et en fait, en faisant une petite recherche, on s'est aperçu que ça existe. Et cette fameuse pop-up qu'on trouve dans la plupart des navigateurs, en réalité, c'est une API assez peu connue qui s'appelle la Credential API, et qui du coup se transforme depuis peu en Webhot. Du coup, moi je m'appelle Thomas Blaiseau, je suis lead tech chez OnePoint à Nantes, et je travaille sur un peu tout, que ce soit front, back, architecture. Et mon problème aujourd'hui, c'est les mots de passe. Alors, on va revenir un peu sur les bases avant de parler vraiment de ce que fait la Webhot. Déjà, on va distinguer ce qui est authentification et autorisation, qui sont souvent confondus. Du coup, l'authentification, ça va seulement définir qui vous êtes, et l'autorisation, quelle permission vous avez. La Webhot ne comporte que la partie authentification. Tout ce qui est droit, ça restera à vous de le gérer. Il n'y a rien qui fait pour ça. On va parler aussi de facteurs d'authentification. Du coup, il y a 5 catégories de facteurs. La première catégorie, c'est ceux que vous connaissez. Donc un mot de passe, un PIN, etc. On va avec tout ce qui est vous êtes, donc le biométrique, que ce soit l'empreinte, l'œil, tout ce que vous voulez, la démarche. Quelque part où vous êtes, quelque chose que vous avez, excusez-moi, j'ai confondu les deux. Donc quelque chose que vous avez, ça va être un token physique, une carte à puce, une clé USB, quelque chose que vous avez, je l'ai dit. L'endroit où vous êtes, donc on peut avoir une authentification basée sur la localisation. Quand vous êtes dans les bureaux de votre boîte, vous avez des droits supérieurs à votre domicile. Et enfin, il y a tout ce qui est quelque chose que vous faites. Donc ça peut être la reconnaissance d'un geste, de ce que faisait Microsoft, un signe sur une image, etc. Hop. Alors, revenons un peu sur la Credential API, qui est quand même l'ancêtre de la Webhot. Du coup, c'est une API qui est née en 2014 et qui n'a pas vécu longtemps finalement, et qui ne gérait que la partie mot de passe et les tokens d'authentification fédérés, donc tout ce qui va être authentification via Facebook, Google, Twitter, GitLab, etc., et qui permet de les enregistrer dans votre navigateur. Du coup, je vous ai parlé de facteurs d'authentification, et on parle souvent d'authentification à double facteur, c'est-à-dire qu'on ne se base pas sur un seul des deux catégories de facteurs, mais on va en réunir deux pour garantir une meilleure sécurité. On va retrouver tout ce qui est SMS. Aujourd'hui, on sait que c'est dépassé. Détourner un SMS, ça se fait assez facilement. D'autant plus que récemment, il y a pas mal de problèmes de réseau entre les différents opérateurs qui se croisent de façon inopinée. On va trouver tout ce qui est ce qui s'appelle Authenticator, alors qui n'a rien à voir avec la norme Webhot, mais c'est une RFC, et du coup, il y a pas mal d'applis qui sont basées là-dessus. Donc on va trouver tout ce qui est Google Authenticator, FreeOTP, etc. C'est des tokens, généralement des tokens one-time password. Souvent, on les trouve à 6 caractères, qui ont une durée de vie de 30 secondes. Et voilà. La norme permet de configurer tout ça, mais le cas qu'on trouve le plus souvent, c'est ça. Et un peu dans le même type, on va trouver des applications qui ont décidé de ne pas suivre la norme, et du coup, qui font leur propre authenticator. Donc, Battle.net le faisait, SteamGuard le fait aussi. Il y a certaines banques, comme la Société Générale, qui proposent un système un peu équivalent, sans token, mais juste le fait d'avoir l'appli sur votre téléphone permettait de vous authentifier sur le site web, et sans se baser sur aucune norme, du coup. Et puis, on a depuis à peu près 2014, justement, une norme qui est apparue. Donc, le consortium s'appelle FIDO pour Fast Identity Online. Et ils ont fait la norme Universal Second Factor. Et notamment, un des gros représentants, c'est l'équipe YubiKey qu'on voit tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir une normalisation d'une authentification, du second facteur d'authentification,
sans connaissance avec un échange de clés privées, clés publiques, qui permet de ne pas avoir la connaissance de l'authenticator. Et depuis peu, donc c'est arrivé ce début d'année dans les normes du W3C, il y a, au départ ça s'appelait FIDO2, maintenant c'est rentré comme une norme, donc c'est la Web Authentication API, ou WebAuthn en raccourci, qui donc maintenant commence à être implémentée dans la plupart des navigateurs récents. Il y a 3 parties dans cette API. On va avoir la partie stockage de mots de passe, donc ça revient de la Credential API. Encore une fois, de Credential API, on a gardé le stockage de tokens fédérés, mais on rajoute une nouvelle norme, l'authentification par public key, qui nous intéresse aujourd'hui, puisque ça permet de faire de l'authentification sans mot de passe. Alors, justement, la solution en soi, elle n'est pas l'authentification par clé publique, clé privée, c'est pas vraiment récent. Ce qui est récent, c'est un peu l'implémenter dans les navigateurs et de le faire en découplant les différents acteurs. Donc justement, quels sont les acteurs qui sont précisés dans la norme? Donc on va retrouver l'utilisateur, évidemment. On va trouver ce qui est appelé dans la norme le user agent ou le browser, finalement. Le relaying party, qui est en fait le site web de l'application, celui sur lequel on s'authentifie, et ce qui est appelé dans la norme authenticator. Donc là, c'est l'icône d'une clé USB, mais en réalité, il n'y a pas de... L'authenticator peut être tout et n'importe quoi. Donc on en reparlera après, mais voilà. La WebAuth, au niveau des acteurs, elle se situe dans le browser et elle fait le lien entre votre code, le code applicatif JavaScript, et une API qui s'appelle la CTAP, donc Client to Authenticator Protocol, qui fait le lien réellement entre votre machine et l'authenticator, quand il s'agit d'USB, Bluetooth, NFC, etc. Alors, comment ça se passe pour l'enregistrement? Pour une fois, on commence par la démo. Donc, on saisit un login, on s'enregistre. Il demande du coup de se loguer avec un token. En l'occurrence, là, j'ai ma clé. Je la touche. Alors, on verra après ce que c'est, mais là, l'exemple que j'ai demande de connaître le type d'authenticator qu'on utilise, d'où la demande qui est affichée. Voilà. Et on est enregistré. On ne peut pas faire plus simple. Comment ça se passe? Alors, le navigateur va envoyer votre application JavaScript dans le navigateur va envoyer une demande au site de la configuration à utiliser pour un utilisateur. Le site va vous générer, en plus d'une éventuelle config, des fois que vous n'ayez pas tout embarqué dans votre JavaScript, mais va dire quels sont les types de tokens qu'il peut supporter, quelles sont les normes de challenge qu'il va supporter, et notamment un challenge à résoudre. Le browser envoie ça à l'authenticator, donc en utilisant le CTAP. L'authenticator demande forcément une action utilisateur pour valider le login. Il y a un timeout. Il va retourner une signature, la signature finalement du challenge qui a été fourni en utilisant sa clé privée. Il va retourner sa clé publique aussi et un ID. Cet ID va identifier en fait le credential qui aura été généré et stocké éventuellement dans la clé. Le tout est envoyé à votre serveur applicatif en retournant le challenge et qu'il le valide. Donc ça, c'est la partie enregistrement. Qu'est-ce qu'on stocke sur le serveur du coup? Le nom d'utilisateur, parce que ça, on n'y échappe pas. C'est-à-dire que l'authentification, c'est valider qui vous êtes. En l'occurrence, il faut bien prétendre être quelqu'un, donc on stocke le nom. Et on va stocker du coup le credential ID, le raw ID qu'on a vu tout à l'heure, et la clé publique. Mais ça, on le fait pour chaque authenticator. C'est-à-dire que la norme est faite pour qu'on puisse utiliser plusieurs authenticators sur un même site pour un même utilisateur. Il n'y a pas de... tout est prévu pour ça. Ce qui permet soit de faire des backups, soit d'avoir plusieurs tokens de login. Au niveau de votre code JavaScript dans votre appli côté browser, c'est simplement un navigator.credential.create. On va lui passer les informations fournies du serveur, donc le challenge, le relaying party,
ça va avoir son importance après. Les informations du user, le name notamment peut être stocké dans l'authenticator. Certaines infos, si on veut restreindre le type d'authenticator qui est autorisé, la pop-up dont je vous parlais tout à l'heure, elle correspond à ça, le type d'attestation. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce code-là spécifie qu'il veut obtenir les informations de l'authenticator sur son type, etc. Là, en l'occurrence, ma clé va se déclarer comme étant une clé U2F au serveur, ce qui lui permet de savoir de quelle façon il doit décrypter la signature du challenge. On va fournir donc le timeout et puis ce dont je vous parlais aussi, le type de clé publique qu'on est autorisé à utiliser. Donc il y a un registre YANA de tous les types d'algorithmes. Et puis du coup, c'est une promise, on reçoit la promise et on balance ça au serveur. Alors la petite particularité, c'est que comme pas mal de nouvelles API dans les browsers, c'est pas du JSON qui est retourné, c'est un objet natif, entre guillemets, et notamment qui utilise des uint 8, donc des unsigned int 8, pardon, pour tout ce qui est byteré. Et donc, il faut les convertir avant de les envoyer au serveur. Vous ne pouvez pas envoyer la réponse du token directement à votre serveur. Il y a une petite moulinette donc, qui ressemble à ce genre de choses. Hein. Voilà. Ce n'est pas du tout inclus dedans, mais voilà, faut se taper le parsing et la conversion. Alors, si... ce que vous renvoie l'authenticator, c'est donc cet objet réponse. Il y a deux champs importants, la partie client data JSON, donc qui est un array buffer, et attestation object. Donc le client data JSON va être utilisé pour, alors il est ici, il va être utilisé pour valider le challenge en fait, essentiellement, dans la partie création. On sait que c'est une création parce que c'est indiqué là. Et l'objet dont l'attestation object, du coup, va permettre de valider l'enregistrement. Typiquement, voilà, on retrouve ce dont je vous parlais, le fait que c'est une attestation au format FIDO. Et toutes ces informations sont là parce que j'ai spécifié que je voulais les obtenir. Sinon, elles seront... il y a un type non. Voilà pour la partie enregistrement. La partie login qui est plus intéressante, on remet son petit nom, login, ça ressemble étrangement, et on est logué. Il n'y a rien de plus à faire. Et c'est fait. Au niveau de comment ça se passe, ça ressemble beaucoup à l'enregistrement. Donc le browser envoie le username, le serveur retourne un challenge, mais cette fois, comme il a trouvé dans sa base que cet username existait, il va retourner avec tous les ID d'authenticator qu'il connaît. Ces ID vont être passés à l'authenticator en lui disant « est-ce que tu en connais un par hasard ?» Et voilà le challenge qu'il faut signer. Si l'authenticator le connaît, il va demander à l'utilisateur de faire une action et retourner la signature du challenge, plus l'ID qui a été utilisé, et le tout est retourné à votre serveur qui doit le vérifier, on le verra après, et qui valide la signature. Au niveau du code, ça ressemble étrangement, sauf que cette fois, c'est plus un create, c'est un get. Les informations, on retrouve le challenge, on retrouve cette fois les types de credentials qu'on autorise. Donc, on peut préciser qu'on veut que des authenticateurs qui fonctionnent en USB, en Bluetooth ou en NFC, par exemple. Et je disais que l'authenticateur demande une action utilisateur. Le site peut préciser qu'il préférerait quand même que ce soit le cas. Et voilà. Et là encore, on va convertir, on va recevoir une réponse au format un peu natif, on va dire, qu'il faut convertir avant de l'envoyer au serveur pour vous authentifier. Toc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, non, on ne le voit pas là. Comme il y a un challenge et qu'il est généré par le serveur, ça annule toute possibilité de faire des attaques de tick replay, puisque normalement ça change à chaque fois et que le serveur va valider que le challenge qui est validé, c'est bien le sien.
premièrement. Et ensuite, on l'a vu tout à l'heure, mais l'authenticator a connaissance du relaying party. Donc en fait, ça va empêcher de faire du phishing, parce que typiquement, comme c'est l'authenticator qui vérifie lui-même que la demande qu'il a de credential correspond bien au site qui est demandé, le browser le fait en l'occurrence, ça interdit de faire un faux site avec juste une erreur dans l'URL. L'authenticator ne se laissera pas tromper. Du coup, on va recevoir de nouveau une chaîne client data JSON, une array, pardon. On va retrouver, alors ça ressemble à Hot Data, mais ça n'en est pas, les datas de l'authenticator. Cette fois-ci, il n'y a pas la clé publique. Elle n'est fournie qu'à l'enregistrement, après elle n'est plus fournie. On retrouve la signature et éventuellement un user handle qui permet au serveur de retrouver ses petits, éventuellement, si ce n'est pas fait autrement. Au niveau du serveur et au niveau de la validation, comment ça se passe? Alors, évidemment, on va aller récupérer dans la base de données la clé publique de l'utilisateur qui essaye de s'authentifier. Et ça, on va le trouver à partir du Credential ID, puisque potentiellement, pour un user, on a plusieurs Credential ID. Donc, par rapport à ce que nous a retourné comme challenge signé l'authenticator, on va aller vérifier que le couple marche bien. Les données qui sont signées par l'authenticator, c'est une combinaison de le champ client data JSON, qui doit être haché en SHA-256, et le read bit authenticator data. Il n'y a pas besoin de la désérialiser, celle-là. Et la clé publique permet de vérifier, on vérifie du coup la combinaison de ces des données signées, le couple des données signées, on le vérifie par rapport à la signature, et voilà. La norme précise, je crois que c'est en 11 ou 19, je sais plus. Enfin, le nombre d'étapes pour valider en réalité est beaucoup plus conséquent que ça, parce qu'il faut vérifier que le relaying party est correct, que le challenge est correct, que le user est correct, etc., que le type de credential que l'authenticator a utilisé correspond à ce qu'on avait demandé, etc. Mais la norme est assez précise là-dessus, et on commence à voir des librairies qui le font pour vous. Alors les choix d'authentificateurs, on va trouver tout ce qui est les authenticateurs plateforme. Donc ceux-là, ils commencent à popper un peu partout. On trouve notamment Windows Hello maintenant qui le supporte. Android le supporte aussi directement. C'est l'OS qui sert d'authenticateur. On va trouver tout ce qui est roaming authenticator. Donc là, ça va être les clés USB par exemple, ou les clés Bluetooth NFC. Et tout ce qui est software, donc une application tout bêtement. Quelques exemples de clés, j'en ai mis plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les clés de sécurité, il y en a pas mal. On connaît beaucoup YubiKey et Google qui a fait pas mal de pubs là-dessus. Il y en a qui sont open source. Et au niveau des tarifs, en fonction des protocoles que vous voulez utiliser, ça peut aller de 15 € à 60 et plus. Donc ça peut coûter cher. Mais par contre, il n'y a pas de limite du nombre de sites avec lesquels vous vous identifiez. Donc ça peut valoir le coup. En conclusion, la question que vous posez tous, j'imagine, c'est est-ce que c'est prêt à être implémenté? Au niveau des navigateurs, le support est pas mal sur les navigateurs très récents comme Firefox et Chrome. Edge a un support basique, ça s'améliore et du coup, comme je le disais, les OS commencent à le supporter aussi. Donc l'écosystème se développe. Dans Chrome, pour info, c'est caché derrière un flag pour l'instant. Donc il faut aller l'activer, la Web Authentication API. Au niveau de la compatibilité avec le legacy, vaut mieux que vous isoliez le code d'authentification du reste de votre code, c'est-à-dire de ne pas aller mettre dans votre table des users un champ password, parce que ce genre de méthode l'authentification sans mot de passe va se propager, et donc j'imagine qu'à un moment ou un autre vous serez embêté. Par contre, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, faut continuer de supporter le mot de passe, parce que évidemment tout le monde n'a pas cette clé et tout le monde n'a pas un périphérique qui le supporte. Merci.